Je suis Audrey Chemouli, avocate et entrepreneuse, fondatrice du cabinet Chemouli Profession Libérale, qui accompagne les avocats dans leur restructuration. Vous écoutez le podcast Avocat Génération Entrepreneur. La mission de notre podcast, vous donner les clés pour entamer votre propre transformation. Notre promesse, des interviews sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé le business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur. C'est la rockstar, le beau gosse de LinkedIn. Avec plus de 25 000 abonnés, il dit qu'il démine les conflits entre associés. Il nous vient de Belgique pour nous raconter comment il a craqué l'algorithme de LinkedIn et réussi à faire du conflit entre associés un sujet sexy et attrayant. Je peux te dire que c'était vraiment une prouesse. C'est pour ces raisons que je suis ravie d'accueillir dans ce nouvel épisode d'Avocat Génération Entrepreneur, Franck Dubu, avocat au barreau de Bruxelles. Salut. Tu peux répondre. Merci Audrey pour l'invitation. Alors Franck, on commence toujours par la même question. Franck, qui es-tu ? Quel est ton parcours ? Et c'est encore plus attrayant parce que tu nous viens de Bruxelles. Alors raconte. En maintenant le soleil pour la journée. En maintenant le soleil pour la journée, exactement. Donc j'ai 49 printemps. Ouais. Je suis en famille recomposée depuis maintenant une dizaine d'années et j'ai une gamine ado de 16 ans qui me donne beaucoup de plaisir et quelques cheveux gris. Donc ça, ouais, ça c'est... Oui, je comprends. Donc, très bien. Ça c'est pour le topo privé. Sinon, au niveau de mon parcours personnel, ce qui me différencie, c'est que j'ai fait mes études en 3 langues. En 3 langues ? Français, néerlandais, anglais. Ouais. Dans 4 endroits différents en 6 ans. Donc j'ai beaucoup bougé. Donc j'ai commencé par la partie francophone du pays en Belgique où j'ai fait 2 ans. Puis je suis parti dans la partie néerlandophone du pays. Là, du côté néerlandophone, on a la chance de pouvoir faire un Erasmus d'une année complète. Ouais. Donc j'étais à Londres. D'accord. Donc la maîtrise en droit en Belgique, c'est 5 ans. Ouais. Et après ça, quand je suis revenu, Mais donc du coup, attends, excuse-moi, à Londres, t'as passé combien de temps ? 1 an complet. 1 an, ouais, c'est ça. C'était ma dernière année de droit. D'accord, ok. Donc quand je suis revenu, j'avais mon titre en poche. Et là, j'ai voulu faire un master en gestion avant de démarrer la vie professionnelle. Bien fait. Donc Ouais. voilà, ce qui me permet d'avoir un mix entre les chiffres et les lettres. Ouais. Donc ça, c'était vraiment le point de départ. Ensuite, au niveau du parcours et des études, donc, qui m'ont vraiment permis de rencontrer ces milieux différents. Quand j'étais à Londres, on parlait les 3 langues au quotidien. J'étais francophone au départ, mais on parlait néerlandais avec tous les potes néerlandais qui étaient là et tous les cours étaient en anglais. Plus, bien évidemment, cette mixité culturelle au niveau de l'identité qu'on est dans un environnement pareil. Ouais. Bon, quand j'ai commencé à bosser, j'ai beaucoup bourlingué, ce qui fait que je suis d'un des rares avocats belges à avoir le titre en français et en néerlandais, parce que j'ai mon titre en français de 98 concernant ma licence en droit. Ouais. Et en 2005, je ne savais pas très bien ce que je voulais faire. Je pensais devenir magistrat, donc j'ai repassé mon titre en français, parce qu'à l'époque, si je voulais faire ma carrière en français, je devais avoir le titre en français, parce que l'emploi des langues en Belgique est très technique et très strict en matière judiciaire. Donc voilà ce qui fait que donc je suis je crois qu'on est 2 ou 3 en Belgique à avoir la même spécificité. Il y a moi et un avocat général à la Cour de cassation. D'accord, ok. Voilà, donc ça c'est au niveau du parcours universitaire. Au niveau du parcours business, j'ai beaucoup bourlingué, j'ai beaucoup bougé. J'ai commencé de façon contre-intuitive en audit chez KPMG. Ah, tu fais partie. Pourquoi contre-intuitive à plein, hein ? C'était pas le seul. Alors, j'aurais pu commencer directement dans un bureau d'avocat. Ouais, bien sûr. J'ai commencé en audit. Voilà, donc ce qui permet d'avoir cette maîtrise et cette. Oui, donc très à l'aise avec les chiffres, le chiffre et les milieux financiers. Tout à fait. Okay. Donc à l'aise avec les chiffres et les milieux financiers. Dès que je vois un bilan, ça va très vite. Ça me prend au maximum 5 minutes pour un peu sentir la santé financière de la boîte en prenant les ratios classiques. Ouais. Et ce qui me permet de jongler entre les chiffres et les lettres et qui m'amène petit à petit déjà vers ce mix entre l'opérationnel, entre le financier et le juridique en fonction de l'identité que j'ai développée au fil du temps avec la spécialité des conflits entre associés. D'accord. Voilà. Donc, parcours chez KPMG au départ. En fonction des opportunités, je passe dans leur département juridique qui se transforme en bureau d'avocat. Ouais. Et là, je fais une partie de mon parcours. Puis, là, je fais surtout du conseil. Je passe ensuite chez le bâtonnier francophone du barreau de Bruxelles, où là, j'apprends vraiment tous les rouages de la procédure.
D'accord. Voilà, avec cette double identité, cette dualité permanente au niveau du multidisciplinaire, à savoir que j'étais le seul néerlandophone, le seul bilingue de l'équipe. Donc tous les gros dossiers en contentieux néerlandophone... C'était toi qui les prenais, arrivaient chez toi. Arrivaient chez moi. D'accord. Donc vraiment contentieux alors, dans ce cabinet-là. Oui, à l'époque, j'ai fait pas mal de contentieux dans ce cabinet-là. Et c'est contentieux commercial Oui, c'était contentieux commercial général, le métier d'avocat, le métier d'avocat d'affaires. Ouais, ok. Voilà. Le point clé, bien évidemment, c'est pourquoi avocat. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas. Ouais. Il y a plein de gens qui ont vu le parcours. Pour moi, c'est pas quelque chose de Non, moi non plus, j'ai pas toujours voulu faire avocat dans toute ma vie. Disons que ça vient d'une anecdote familiale, à savoir quand j'étais enfant, mon père me disait « tais-toi l'avocat ». Ah. et par esprit de contradiction, au fil des discussions, ce métier de combat, métier de défense des intérêts des autres, métier de combat contre l'injustice, de dénonciation de l'injustice, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui a forgé ma personnalité au fil du temps, quoi. Raison pour laquelle je suis tombé dans ce bain-là. J'ai quitté 2 fois le barreau, donc j'ai un parcours quand même atypique. Je ne suis pas du tout sur un cursus classique depuis 25 ans sur la même carrière. Je l'ai quitté 2 fois de suite, une fois en 2004 pour partir dans le privé, et une fois en 2006 également pour repartir dans le privé. Mais c'est pas difficile de faire les allers-retours ? Alors, c'est marrant parce que, je me pose la question là, moi, parce que je pense que c'est surtout une question de recherche personnelle pour savoir où on trouve son bonheur et où on se sent bien, quoi. Quand je devais être employé, que j'allais au bureau le lundi matin, je faisais des cauchemars la nuit de dimanche au lundi pour savoir où je trouvais mon bureau. J'ai plus jamais fait de cauchemar au moment où je suis redevenu indépendant. C'était très fluide à ce moment-là. Mais donc du coup, ta partie employée, c'est pas quelque chose que tu as aimé en fait. Alors, la partie employée, j'ai fait... quand tu es passé en entreprise, d'ailleurs. J'ai fait du bancaire, j'étais dans le département précontentieux, donc tout ce qui était faillite, concordat judiciaire, donc j'ai beaucoup appris au niveau corporate à ce moment-là. Mais ce qui me plaisait, c'était défendre les intérêts d'un client et pas réfléchir du côté de la banque. Je me dis, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Tu n'étais pas aligné. J'étais pas aligné avec la façon de faire les choses. Donc là, le gros déclic qui m'a permis de trouver la stabilité a été un événement personnel privé qui était la naissance de ma fille en 2008, où là, je reprends mon bâton de pèlerin juste avant la crise financière, je quitte la banque. Et là, je commence comme juriste indépendant. Il y avait un truc qui était très en vogue à l'époque, donc ce qui s'appelle le Legal Interim Management, donc des missions de freelance. D'accord. Donc juriste indépendant détaché dans des boîtes où j'ai fait pendant 3 ans des remplacements de congés de maternité, ce qui était absolument génial parce que j'étais au soleil, reporting CEO, comité de direction pour société cotée en bourse ou non. Et là, j'avais accès full scope avec le job de la juriste ou du juriste qui n'était pas là, ce qui m'a permis d'avoir un panel complet au niveau international pour... Et là, tu étais à ton compte ? Oui, là, j'étais déjà à mon compte. D'accord. Et donc, ça m'a permis de faire le mix à partir... Mais comment tu les trouvais, du coup, ces missions-là de... Chasseur de tête. Ah oui, c'est un chasseur de tête qui t'a repéré, je ne sais pas comment on dit, mais... Et ça existe encore beaucoup en Belgique, savoir ce qu'on appelle du détachement en entreprise de juristes indépendants ou d'avocats indépendants. Je ne sais pas si ça existe beaucoup en France. C'est passionnant parce que du coup, tu as tous les avantages sans les inconvénients. Alors oui, tout à fait. Je pense que c'est une culture très entrepreneuriale qui vient du Nord, Pays-Bas, puis on descend vers la Belgique et puis le cas échéant vers les autres pays. Et surtout, ce que ça a apporté, c'est de nouveau cette approche multiculturelle et multidisciplinaire, vu que j'étais dans un environnement où je passais d'une société... J'ai fait une boîte où c'était de la lingerie de luxe. J'en ai fait une autre qui était dans l'agriculture. J'en ai fait une autre qui était pharma. Oui, mais là, du coup, tu t'impliques beaucoup plus, un peu comme un juriste et un peu moins comme un avocat. Ouais. Alors l'idée a été de faire ces missions et de diminuer mon temps au fil des semaines et des années. Ouais. Donc j'ai commencé par 4 jours semaine, puis 3 jours semaine, puis 2 jours semaine. Et en parallèle, je développais ma clientèle personnelle étape par étape. D'accord. Jusqu'au moment où je suis arrivé à maturité sur 3 ans de temps. Et là, j'ai arrêté les missions d'interim management. Ok. Et c'est là où tu as commencé. Et donc, cette clientèle que tu développais par ailleurs, c'était une clientèle que tu as développée sur le conflit entre associés, ou tu as quand même commencé, comme on fait tous un peu en droit des sociétés, c'est-à-dire, tu prends un peu tout, quoi. Alors, le scope de départ était focus sur le business. J'ai jamais été l'avocat traditionnel qu'on peut avoir qui fait famille, roulage, pénal, quoi. Ouais, bien sûr. Certainement pas. J'étais vraiment axé sur un focus business et un accompagnement des sociétés. Et après, effectivement, au fil du temps, en fonction de mon envie de trouver une niche,
Ça, c'est quelque chose que j'en discutais beaucoup dans ma réflexion. Ça a commencé dès 2010, parce que là, j'ai 49 cette année, donc j'arrive sur 50 en fin d'année civile 2025. Les conférences des conflits entre associés, je les ai commencées à 39 ans. Il y a plus de 10 ans que je fais que ça, où je martèle le clou uniquement sur cette expertise. Alors, comment elle est venue ? Elle est venue pour mon envie d'anticiper le fait que le marché se complexifie. Et j'avais envie de trouver un moyen de réinventer le game, où moi, j'avais une expertise forte sur une niche. Et la niche, avec les 3 points clés, bien évidemment, les enjeux financiers importants, enjeux importants émotionnels et financiers, complexité de ce qu'on rencontre, et bien évidemment, il y a une notion d'urgence. Parce qu'on est vraiment au cœur de l'entreprise, et je dirais même dans la cuisine de l'entrepreneur par rapport aux relations qu'il vit avec ses associés, quoi. Mais ce qui était cohérent avec ton parcours, parce que quand tu fais... Pardon, quand t'es juriste, probablement beaucoup plus que quand t'es avocat, t'es quand même beaucoup plus au cœur de l'entreprise, et donc ça te permettait de continuer à être dans le cœur de l'entreprise en étant par ailleurs conseil. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéressait au départ, c'était ce mix entre l'économie et le juridique, les chiffres et les lettres. Donc, à partir du moment où on fait du conseil, de l'accompagnement de chef d'entreprise, on est quand même déjà beaucoup plus en amont de tout ce qui se passe. Ouais. On se trouve déjà moins dans une situation où les gens viennent vous trouver quand c'est trop tard. Oui. Étant entendu qu'on sait très bien, c'est toujours la même chose. L'idée, c'est de pouvoir accompagner le plus tôt possible et de faire vraiment ce que je dirais notre cœur de métier et le métier de base, à savoir qu'il y a un métier de conseil. Un avocat d'affaires, c'est un business partner. C'est pas quelqu'un qui fait des procès et qui fait des écrits non-stop, quoi. Ça, pour moi, c'est vraiment l'iceberg que tous les gens se disent, oui, on voit l'avocat ou l'avocate en toge en train de plaider au tribunal, qui est l'image, bien évidemment, véhiculée de façon ancestrale par rapport au métier d'avocat, mais le métier d'avocat d'affaires, oui, c'est un business partner qui intervient de façon globale. Et donc, en fonction de mon parcours, bien évidemment, sur le plan opérationnel, le mix entre les chiffres et les lettres, sur le plan financier, bien comprendre ce qui se passe au niveau des rouages financiers, des flux financiers, et sur le plan juridique à la fin. Et au fil du temps, ce que j'ai développé, parce que voilà, ça c'est un parcours de vie, je viens d'un milieu où on ne communiquait pas sur ses émotions, on parlait peu. Il y a un gros décalage d'âge historique entre mes parents et moi. Moi, quand je suis né, mon père avait 46, ma mère 41, donc il y a 2 générations d'écart. Et cette génération, mes parents appartenaient à ces gens qui travaillaient comme des dingues, sans se poser de questions, volo motro des dos, où il n'y avait pas de réflexion sur ce qui se passait, sur le bien-être au quotidien et le pourquoi on faisait les choses. Donc moi, ce qui m'a passionné au fil des années, c'est l'émotionnel du chef d'entreprise. Étant entendu que 80% des décisions sont basées sur les émotions. Et maintenant, à l'heure actuelle, je passe quand même entre 60-70% de mon temps à gérer l'émotionnel de mes clients et de mes clientes pour qu'ils arrivent tout simplement à une prise de décision. C'est cette partie-là qui est la plus difficile. Une fois que la décision est prise, le technico-juridique, ça représente 20% du job. Parce qu'il y a tout ce changement qui sont liés aux étapes classiques de la peur. On passe par toutes les phases... déni, dépression, colère, jusqu'au moment où on est aligné et qu'on intègre ce qu'on veut faire. Et cette phase où on décante, il y a beaucoup de personnes qui vivent une séparation entre associés, c'est bien évidemment comme une séparation privée. Et tant que le fruit n'est pas mûr, on ne sait pas avancer. Et donc cette période de décantation pour savoir exactement ce qu'ils veulent pas, ça prend du temps. Et cette phase-là, au niveau du changement, c'est le plus important. L'impact que je laisse à l'heure actuelle des gens que j'accompagne de A à Z, ce sont des gens qui sont sur un changement de vie. Parce qu'ils l'ont voulu au départ. Je parle vraiment du cœur du sujet sur les séparations entre associés. Oui, mais j'ai bien compris. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que je vois très bien de quoi tu parles quand tu parles du temps de décantation, puisque moi, je le vois dans mes clients aussi, puisque tu vois, on accompagne aussi des gens qui se séparent. Mais le problème, c'est que là où j'ai du mal parfois moi à voir, c'est que ce temps de décantation, tu arrives à le partager avec tes clients. Ce que je veux dire, c'est que tu arrives à les accompagner dans ce temps, et y compris que ton accompagnement, c'est-à-dire je parle sur le plan de tes honoraires, c'est-à-dire que tu arrives également à
à dire « je vais vous accompagner sur le plan émotionnel ». Comment tu t'as réussi à le matérialiser ? Parce que j'ai vu que tu avais une méthode sur ton site qui est hyper bien fait d'ailleurs. Franchement, c'est vraiment bravo parce que c'est un site qui est... Enfin, on t'en parlera peut-être tout à l'heure, mais en tous les cas, c'est un site qui est assez simple, mais qui a une lisibilité. On comprend ce que tu fais, on comprend ta méthode, on comprend comment tu vas. Et je trouve que c'est vraiment... Enfin, c'est un site qui mérite d'être connu, quoi. Vraiment, bravo. Alors, au niveau de l'accompagnement émotionnel, ça dépend du degré de difficulté du client. Où les gens arrivent chez moi, ils sont des gens matures. Et alors, un des green flags pour savoir s'il y a une certaine maturité, c'est à savoir s'ils ont accepté de changer, d'être accompagnés au niveau émotionnel sur le plan privé. Donc, sur le plan privé, où ils ont un ami, un confident avec qui ils parlent beaucoup, où ils ont un coach, où ils ont un thérapeute, ou ce qu'on appelle, qui fait bondir l'ancienne génération, un psychologue ou une psychologue qui les aide. Et toi, tu leur demandes ça ? C'est-à-dire, tu leur demandes d'être accompagnés sur le plan perso ? Alors je leur, au cas par cas, quand je vois la température et je sens les choses pour savoir où je mets les pieds. Des psychologues m'envoient des clients. Ouais. Si je sens que la personne en difficulté, étant entendu que l'ADN du bureau est une approche émotionnelle, moi j'ai besoin de savoir si mon client ou ma cliente va être aligné avec l'approche, sinon je ne prends pas le client. Ouais. Donc c'est quoi être aligné avec l'approche émotionnelle de Franck Duf ? Alors déjà, c'est accepter sa vulnérabilité et ses difficultés. Les clients, en fonction du questionnaire type qu'ils remplissent au niveau de l'accompagnement, que ce soit d'ailleurs pour les packs d'actionnaires ou pour les conflits entre associés, il y a des questions que je pose sur l'émotionnel. D'accord. Donc dans mon questionnaire type, je demande, voilà, où vous en êtes au niveau émotionnel ? Est-ce que vous êtes dans un état de tristesse, dans un état de peur ou dans un état de colère ? Ok. Pour voir dans quel type de personnalité j'ai tu vas avoir en face. Oui, c'est hyper important parce que tu parles pas de la même façon. C'est sûr que non. Bien sûr. Mon bain de départ, c'est la colère. Ouais. Oui, bien sûr, c'est certain. C'est la colère qui est le moteur. La frustration ou la tristesse. Qui fait que je suis un guerrier, justicier, protecteur par rapport aux gens et aux personnes que j'accompagne. Mais donc, il y a un filtre qui se fait pour savoir si oui ou non, ils ont déjà un accompagnement émotionnel. Si je sens qu'ils sont fermés à la discussion, je ne prends pas le client. Pourquoi ? Tu prends pas le dossier ? Non, je ne prends pas le dossier. Pourquoi ? Parce que des gens qui ne savent pas du tout où ils en sont au niveau des émotions et qui sont dans le déni, on va passer, et je l'ai vécu par le passé, raison pour laquelle maintenant je suis devenu très, très clair par rapport à ça, ce sont des gens où on fait du surplace, à savoir qu'ils disent oui sur une stratégie, une semaine plus tard ils vous rappellent en disant, concernant le même doute, les questions qu'on a déjà posées, ils reviennent sur les décisions qu'ils ont prises. Sûr. On fait marche avant, marche arrière, marche avant, marche avant. Ça prend une énergie dingue. Il y a la calculette qui tourne, il n'y a pas de résultat, ni pour l'avocat, ni pour le client. Ça ne fonctionne pas, quoi. Et pendant ce temps-là, en fait, il n'y a pas de symbiose, il n'y a pas de fluidité dans le dossier. Or, à partir du moment où ce filtre est fait, on peut travailler en symbiose, c'est fluide, et on déroule le plan d'action. Tout simplement, quoi. Ça, c'est absolument fondamental, quoi. Ouais. C'est vraiment au cas par cas en fonction de ce qui se passe. Mais quand je sens que le client ou que la cliente est braquée, non, je ne prends pas. Tu laisses tomber. Non. Et je travaille de plus en plus là-dessus pour attirer à moi des gens qui sont ouverts à une approche émotionnelle, bien évidemment. Ça, c'est l'ADN fondamental du bureau, quoi. Donc aujourd'hui, tu refuses des clients parce qu'ils ne sont pas, ils sont pas ouverts à la discussion sur le plan de leurs émotions. Oui, mais j'irais même là, au-delà de ça, je refuse des clients qui restent dans le déni de leurs propres émotions. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Oui, ok. La discussion, elle n'est pas nécessairement sur la méthode du bureau qui est finalement la conséquence de l'ADN de départ au niveau du pourquoi je fais ça. Et le point de départ, c'est savoir comment je crée les conditions pour avoir le meilleur impact possible pour aider la personne qui est en difficulté. Pour créer ces conditions, mais ça passe par une acceptation de ses propres émotions. Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Oui. Sinon, on ne sait pas aider la personne, quoi. Je ne l'avais jamais formulé comme ça, mais je suis évidemment 1000 fois d'accord avec toi. Et nous, on accompagne plutôt des professionnels libéraux, donc en plus avec des égos qui sont quand même... surdimensionnés. Alors, je ne vais pas dire surdimensionnés. Important. Je te raconte une anecdote. Il y a une journaliste en France qui s'appelle Léa Salamé, qui, au moment, son mari, je ne sais pas si vous le connaissez parce qu'il est à Bruxelles, il s'appelle Raphaël Glucksmann. Oui, très bien.
du coup, s'est investie dans une campagne en France. Et à ce moment-là, pour éviter un mélange de genres désagréable, elle s'est un peu retirée de son intervention dans la matinale de France Inter. Et elle a occupé son temps à faire plein de choses, mais notamment un podcast qui s'appelle Les femmes puissantes. J'ai lu le livre, très intéressant. Non, mais moi, je trouvais que ces interviews étaient incroyables et j'ai beaucoup regretté qu'elle n'ait pas continué. Mais ceci étant mis de côté, elle a interviewé une chirurgienne qui disait, et elle lui posait la question de l'ego, tu vois, elle disait, les chirurgiens ont quand même un ego incroyable, c'est fou. Et la chirurgienne lui a dit oui, mais tu vois, vraiment posée et sans fausse modestie. Et elle disait, mais vous imaginez ce qu'il faut comme ego pour mettre les mains à l'intérieur d'un corps vivant et lui dire je vais le sauver. Alors je me disais, mais oui, en fait, c'est vrai, il faut se sentir surpuissant, parce que c'est vrai que si ton chirurgien, avant de rentrer dans le bloc opératoire, te dit « Ouais, écoute, je me sens pas hyper bien en ce moment, je suis pas hyper en forme, je pense que j'ai plein de doutes sur ma pratique et tout », tu lui dis « Non, mais en fait, juste tu m'ouvres pas, c'est tout ». Donc c'est possible qu'il ait des doutes par ailleurs, mais je pense que l'ego sert. Donc tout ça pour dire que nos clients professionnels libéraux, qui sont des gens qui sont supposés aider les autres à aller mieux, que ce soit des médecins dont on parlait ou des avocats, tu vois, tu es quand même supposé donner des conseils à quelqu'un, donc tu es obligé d'avoir une sorte d'ego qui, à mon avis, t'aide à tenir. Donc je pense que c'est consubstantiel à nos professions et c'est pas si grave. Néanmoins, sur le plan de l'acceptation des émotions, tu vois, pour revenir à ça, tu vois, comme tu es obligé d'avoir beaucoup d'ego pour tout le reste de ta vie, se poser cette question-là, je me dis que c'est... Enfin, t'as complètement raison, et je me suis dit, dans la tête, c'est fou à quel point je ne sais pas dans quelle mesure comment sont mes clients quand ils viennent me voir. En tous les cas, comme je ne sais pas s'ils sont prêts à avoir cette réflexion-là, je me dis, c'est assez dingue comme question que tu viens de me poser, tu vois. Alors, j'ai fait un post sur LinkedIn à l'époque. Il y a 3 questions que je pose systématiquement en réunion client. Dans mon prise de contact, c'est quelle est votre charge mentale de 0 à 10 ? Ouais. Énorme. Voilà. Toutes les femmes te disent 15. On commence par là. La deuxième question, elle est plus difficile à répondre. D'ailleurs, si monsieur ou madame est accompagné, en général, c'est l'autre qui a plus la réponse. C'est quelle est la qualité de ton sommeil de 0 à 10 ? Ouais. Et là, on voit tout de suite s'il est dans le déni ou pas en disant je dors très bien. Et il y a la personne à côté qui dit non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Là, j'ai encore vu quelqu'un récemment qui me disait que pour l'instant, il se réveillait toutes les nuits à 3h du matin. Donc, ça veut dire que son taux de cortisol est hyper élevé quand il va coucher et il ne dort pas la nuit, quoi. Ouais, bien sûr. Et alors, bien évidemment, la troisième question, mais ça, on la sent directement en fonction du partage du contact, c'est le degré d'énergie de 0 à 10. Je prends la température en début d'audit stratégique et je refais le point à la fin de la réunion quand je pars de chez moi. Ok. Je reprends les 3 curseurs. Ok. Voilà. Mais concernant cette histoire de chirurgien, moi j'aime bien le parallélisme parce qu'en fait, en termes de spécialité, quand on est sur une niche en tant qu'avocat d'affaires, moi j'estime que mon métier, on en perd la personne, c'est un cancer du cerveau qu'ils ont. Ouais, ça t'intéresse. Et c'est pas possible de s'opérer du cerveau en ayant le bistouri en main. Hein. Non, c'est pas possible. Donc il y a un travail de création de confiance au niveau du lâcher prise pour dire à l'autre, voilà. Maintenant, ok, c'est bon, l'état des lieux, laissez-moi dérouler, je vais vous mener en beau peur. Trust the process, comme on dit en anglais. Faites confiance au déroulé du plan d'action jusqu'au moment où on arrive à bon port, avec toutes les étapes intermédiaires que ça comporte. Et pour que ces étapes intermédiaires soient fluides, ça passe bien évidemment par une gestion des émotions, parce que le cœur du métier, pour arriver à... Moi, j'ai un taux de réussite historique de 80% d'accords amiables au bureau. J'ai 20% sur lesquels il n'y a pas d'accord amiable. Mais pour pérenniser ces 80%, le client passe par toutes les étapes au niveau émotionnel. Étant entendu, pour obtenir un accord amiable, s'il n'y a pas d'effet de levier, il n'y a pas d'accord amiable. Pour avoir un effet de levier, on doit avoir un dossier qui tient la route. Pour avoir un dossier qui tient la route, on commence d'abord par quoi ? Par la stratégie du froid. Donc le client qui arrive, pour arriver à un accord amiable, je lui explique, on doit passer par une stratégie chaud-froid. Mais avant d'avoir le chaud, on doit avoir le froid. Hein. Comme toujours la même chose. On parle d'un processus de paix comme s'il n'y avait pas de guerre, et on parle de guerre, on fait la guerre comme s'il n'y avait pas de processus de paix. C'est une question de dosage pour savoir à quel moment on arrive à bon port. Mais pour que le client accepte cette transformation
étant entendu au départ que de toute façon, tout conflit entre associés résulte de quoi? Un problème de communication. Ah oui, ça c'est sûr. Un problème de communication. Et le fil rouge, qu'est-ce que c'est? Je l'ai d'ailleurs mis sur ma bannière LinkedIn. C'est la place. C'est savoir occuper sa place. C'est de là que vient chaque fois le déséquilibre. C'est le déséquilibre systématiquement il y en a un qui a l'impression qu'il fait plus que l'autre, moins que l'autre, qu'on lui en veut. Donc il y a une co-création entre un surengagement d'un côté et un sous-engagement de l'autre. Ouais. Le surengagé ou le sous-engagé accepte d'être dans le schéma. Ce qui fait que l'autre n'a pas sa place ou l'autre ne trouve plus sa place. Ouais, bien sûr. C'est une question de place. Et pour retrouver sa place dans le cadre d'un processus de conflit entre associés, quand le fruit est mûr, qui disent vraiment, voilà, maintenant, on arrive à une séparation. Hein, les gens, j'ai reformulé tout mon wording au fil du temps, sur 3-4 ans de temps, où on a polissé la communication pour bien être à l'écoute des personnes qui venaient pour une demande d'accompagnement, étant entendu que beaucoup de gens arrivent dans mon bureau et ne savent pas encore qu'ils vont se séparer. Ils sont au début du processus de réflexion. Oui, bien sûr. Mais parce qu'ils viennent chez toi à deux? Non. La plupart du temps? Non. Tu fais des accompagnements, il est tous, il ou elle, peu importe. 99% du temps, je fais du one-to-one. Ouais, on est d'accord. Ok, très bien. Ok. J'accompagne une personne. Et le point de départ, qui est d'ailleurs le plus difficile, c'est l'état des lieux pour la prise de conscience de la photo de départ, où ils en sont vraiment. Après, il y a deux types de catégories. Il y a les gens qui sont vraiment au début du process, il y a des gens qui sont déjà très avancés dans le process. Et je conseille les 3 types de catégories classiques, où l'actionnaire majoritaire qui veut sortir le minoritaire en commençant par le sortir de la gestion opérationnelle. Ouais. Hein, comme ça, on reprend le contrôle. Ouais. Le grand momentum pour eux. Hein, donc, démission provoquée d'administrateurs et coupure des accès bancaires, coupure des boîtes mail. À ce moment-là, le contrôle, c'est majoritaire contre minoritaire. Où j'accompagne le minoritaire qui veut son exit. Ouais. Super sensible, parce que bien évidemment, le dossier doit être bien construit au niveau des raisons de séparation. On ne se sépare pas d'un associé comme on se sépare d'un conjoint. Hein. C'est beaucoup plus difficile. J'ai encore fait un post il y a pas longtemps sur LinkedIn par rapport à ça, où j'accompagne, et ça c'est mon expertise historique, qui sont les cas bien évidemment les plus sensibles, les associés égalitaires. On a le blocage complet 50-50. Oui, bien sûr. Le 50-50, c'est magique quand ça marche, c'est tragique quand ça plante. Oui, bien sûr. Voilà un peu ce qui se passe par rapport à ça. Et donc, et finalement, de façon rationnelle, les solutions sont assez simples. Ou c'est un achat, ou c'est une vente, ou c'est une scission, ou dans le pire des cas, mais ça, j'en ai quasi pas, c'est des liquidations. Ça, après, c'est pas le but. Parce que du coup, c'est... Voilà, mais 90% du temps, c'est achat-vente, et j'ai 10% de scission de boîte en fonction de ce qui se passe, quoi. Et je reviens à ce que tu disais sur la stratégie du chaud avant le froid, le froid avant le chaud. Oui. Le froid avant le chaud. Et c'est quoi le froid avant le chaud? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait passer une température d'assertivité à la partie adverse pour lui faire comprendre que ça va plus se passer comme auparavant et qu'on exprime déjà son point de vue pour que la personne que j'accompagne occupe vraiment sa place. Et si elle a un souhait de séparation, on formalise par écrit le souhait de la personne pour acter le blocage, quoi. D'accord, donc ça c'est vraiment une stratégie pour le coup, là c'est notre stratégie d'avocat, je veux dire, c'est plus classique. 50% du temps, je suis dans l'ombre, c'est ça. Les parties adverses ne goûtent que la couleur de ma plume, étant entendu que ma plume, c'est celle qui est intégrée et acceptée par le client, qui lui écrit et prend ses décisions d'écrire. Donc officiellement, je n'existe pas dans le dossier. C'est ça, c'est ça. Tu les accompagnes. Au plus tard, j'interviens pour formaliser le désaccord. Au mieux, je me porte. Les meilleurs dossiers, ce sont les dossiers où j'ai eu des dossiers où j'étais 12 à 14 mois dans l'ombre, où je téléguide à distance l'accompagnement du client jusqu'au moment où on arrive à une séparation phasée, acceptée, raisonnée, avec un accord amiable. Ça c'est le Saint Graal, quoi. Ah oui, c'est le Saint Graal. Avec un accord amiable dans lequel tout le monde a l'impression d'avoir gagné, ou en tous les cas, pas d'avoir perdu trop, quoi. De s'y retrouver. C'est la raison pour laquelle... À l'heure actuelle, le grand mot, dès qu'il y a un différend, c'est médiation. Tout le monde ne parle. Oui, bien sûr. Tout le monde ne parle que de médiation. D'ailleurs, j'ai communiqué là-dessus, je continue à communiquer. La médiation est un super outil. Pour autant qu'on ne part pas en médiation la fleur au fusil. Hein. C'est pas une histoire de bisounours. Non. Parce que, faut quand même être logique, on ne sait pas si ça va aboutir ou non. Et au-delà de ça, le deuxième élément le plus important,
on ne sait pas si l'autre partie va jouer le jeu de façon transparente également. Non. Il faut voir bien sûr. Il ne faut pas être naïf. Bien sûr. Donc, il y a tout un élément de naïveté qui ne doit pas être présent. Donc, les cartes doivent être prêtes en parallèle pour faire la guerre si nécessaire, pour qu'on ait un bon cadre, pour que la médiation réussisse. Alors nous, on a un processus, je te parle d'une partie de ma clientèle, on a un processus à Paris, tu vois, au barreau de Paris, pour les conflits entre associés, tu as une sorte de cellule qui a été prévue par les textes du barreau de Paris, mais le passage n'est pas obligatoire, tu vois, mais c'est quand même historiquement celle qui essaie de faire, donc pas de la médiation, puisque le processus de médiation nécessite un processus juridique encadré. Là, c'est de la conciliation, donc c'est des avocats qui sont habitués à faire ça, qui font ça depuis 10-15 ans, et qui, du coup, tentent de concilier les parties. Et je trouve que... il y a un très très bon... il y a objectivement très peu de dossiers qui vont jusqu'au contentieux après. Tu vois, il y a un très beau... Je ne sais pas si on a le droit de dire ça, taux de transformation. À la fin, les gens concilient. Mais je trouve que ce truc de, tu mets tout le monde dans une pièce et t'attends que... tu mets tout le monde dans la seringue pour obtenir un accord... parfois, j'ai trouvé que c'était assez violent. Et je trouve que le processus que tu décris est beaucoup plus long, donc potentiellement peut-être plus dangereux économiquement, mais peut-être moins violent. Et les gens ont probablement beaucoup plus de capacité à après rebondir, parce qu'ils sont moins abîmés peut-être. Oui, moi je pense que, alors quand tu dis dangereux économiquement, et après on reviendra sur la question de LinkedIn qui était le point de départ bien évidemment, mais dangereux économiquement, je dirais oui, je dirais non. Mon credo, moi, c'est un procès mal géré, c'est 100 000 balles, 24 mois, pas de garantie de résultat. Et si on cite quelqu'un comme Dupond-Moretti, qui passait à l'époque chez Ruquier, dont j'avais retenu l'intervention, l'aléa judiciaire, il est vertigineux. On tombe sur un bon juge, on a un bon jugement. On tombe sur un mauvais juge, on a un bon jugement. Je ne fais que citer ces paroles auxquelles j'adhère intégralement. Ouais, okay. Et donc, au plus on a de bouteilles, au plus on se dit que notre valeur ajoutée, elle est vraiment sous forme de conseil et que le tribunal reste la pire des options. Alors là, cas échéant, si on se retrouve en procédure et que c'est la partie adverse qui a lancé, on voit effectivement où on a une négociation raisonnée sur le côté, où on a une médiation, 80% des dossiers, où on enlève 20%, où on a quelqu'un en face qui ne veut pas négocier parce qu'il fait tourner la calculette. Là, c'est dangereux économiquement. Parce qu'un dossier bien géré, un dossier mal géré, c'est 100 cas, sans garantie de résultat, 24 mois. Un dossier bien géré, on va se retrouver entre 25 et 50 cas, incluant le bonus sur résultat, qui est pour moi fondamental pour l'avocat d'affaires. Oui, alors c'est ma question. Tes honoraires, toi, sans rentrer dans les détails, mais tu les travailles au forfait? Non, du coup, tu fais du taux horaire. Alors, il y a deux trucs qui sont cumulatifs. Le taux horaire, pour moi, c'est un leurre. Se demander combien est votre taux horaire, pour moi, ça ne veut rien dire, parce qu'on ne sait pas à l'avance combien de temps on va passer sur le dossier. Surtout si sur un dossier ou un accompagnement aussi complexe. C'est ça. Donc, le but, c'est d'avoir bien évidemment un complément d'honoraire avec un bonus sur résultat. D'accord. Oui. Qui permet à ce moment-là d'être aligné avec les intérêts du client, étant entendu que le but du jeu, c'est pas que le dossier dure le plus longtemps possible, mais que le dossier se termine le plus tôt possible. Bien sûr. Vu qu'il y a un bonus à... Ok, donc tu as taux horaire et bonus. Tout à fait. Un taux horaire qui est peut-être un peu réduit par rapport à un bonus. Non. Mon taux horaire n'est pas réduit. Mon taux horaire n'est pas réduit. J'ai un service premium. Je suis dans le système du give back. LinkedIn, je donne 99% de mon contenu en gratuit. Quand on veut faire appel à mes services, on paye le prix du service premium. Ouais, c'est vrai, t'as raison, 1000 fois raison, bien sûr. Ok, effectivement, la raison pour laquelle moi je t'avais invité, c'était tes posts LinkedIn, la communauté que tu as réussi à créer. Ça s'est fait en un jour, probablement pas. Comment tu as démarré ta stratégie LinkedIn? Comment tu la continues? Et comment tu rédiges tes posts? Ça fait beaucoup. Ok, donc comment j'ai démarré? Moi, je vais déjà répondre à la première question. C'est vrai, t'as raison. Puis tu alimenteras sur les autres questions. Donc, on a commencé notre réflexion qu'on voulait être dans une démarche de partage et de transmission. Ça, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai mis les pieds sur LinkedIn. En termes d'accompagnement, j'accompagne une 20aine de clients à l'année. D'accord. À partir du moment où je peux communiquer sur un réseau social et via un média externe, mais bien évidemment, j'ai un impact beaucoup plus grand pour aider les gens.
Oui, bien sûr. Qui est carrément mon why de départ. Donc, on a commencé la réflexion en regardant un peu ce qui se faisait à partir de 2020, au début du Covid, où j'ai regardé les Américains. Je me suis inspiré bien évidemment de Gary Vaynerchuk. J'ai regardé aussi un peu Cody Sanchez. J'ai regardé l'Australien aussi, Teki Moore, jusqu'au moment où je me suis dit, bon voilà mon canal, moi je veux arriver sur LinkedIn. Le plus important, ce qui est une évidence pour déterminer dans quelle direction on va, c'est trouver la bonne personne pour être bien accompagné. Il n'y a pas de secret. Il y a une méthode pour arriver à construire une audience. Le point de départ, c'est bien évidemment de trouver sa ligne éditoriale en fonction de son identité. Sur quel sujet on veut communiquer. Je communique sur 3 sujets spécifiques qui sont des sujets bénéfice expertise, relations entre associés, développement personnel, où là j'ai un scope bien évidemment beaucoup plus large, vu que je parle de mes histoires personnelles. Alors, j'ai fait des posts où j'expliquais que je vivais entre le Portugal et la Belgique. J'ai fait des posts où j'expliquais que j'étais 2 fois licencié dans mon parcours. Hein. Donc, le premier post dont je parle sur le Portugal, il a fait 7000 likes. Le deuxième, il a fait 8400 likes. Donc ça sont des gros cartons. Vraiment, on est vraiment sur l'identité de la personne avec des sujets très larges. J'ai parlé de la honte de mes origines, de mes parents qui venaient d'un milieu modeste. J'ai parlé des difficultés de communication avec ma fille, où on a des réunions tous les 2 mois chez une psy pour communiquer maintenant qu'elle est ado, parce que c'est compliqué. T'as partagé tout ça sur LinkedIn ? Oui, donc tout ça, je partage également sur LinkedIn. Ça fait partie de ce qu'on appelle donc le top of funnel, les sujets les plus larges. Ouais. Étant entendu vraiment qu'on est dans le système d'entonnoir. Ouais. Après, on a le middle of funnel qui sont plus des postes débats. Du style, un avocat d'affaires, n'allez pas chez lui s'il facture au taux horaire et qu'il ne vous propose pas un bonus sur résultat. C'est vraiment un poste, je sais que ça va susciter un débat. Ouais. Hein, être contesté, c'est être constaté. Hein. J'en ai un là en ce moment. Tu vois, un poste qui est fait débat, c'est très énervant. Non, mais moi je trouve qu'il faut prendre ça comme une richesse en disant c'est bien, je me suis positionné, ça suscite un débat, les gens ne sont pas d'accord, donc c'est très bien. Le but, c'est pas d'être d'accord, le but, c'est d'avoir sa position. Et puis, bien évidemment, il y a les postes qui sont basés sur l'expertise de fond. Mais l'idée, donc, c'est vraiment d'avoir une ligne éditoriale sur 10 postes. Je fais 2 postes d'expertise et 8 postes plus généraux. D'accord. Alors, au début... Et en alternant. Mais tu n'as pas l'impression... Parce que moi, j'ai toujours peur dans les postes, tu vois, tu parlais des postes qui te concernent plus toi, tu vois, qui sont plus personnels. Et parfois, j'ai toujours un peu l'impression que c'est un peu fake, tu vois, des trucs de LinkedIn. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, je pense que ça dépend de ton ADN personnel pour savoir comment tu veux te montrer authentique et vulnérable. Parce qu'il y a 3 façons de rester dans le game sur le long terme. C'est la discipline, hein, c'est toutes les semaines. Un par semaine, je ne pourrais pas faire plus, mais je tiens toutes les semaines. Ça fait 3 ans, on a 150. Tu tiens toutes les semaines ? Oui. Oh, putain. Je fais 48 posts sur 52 semaines. Je prends 2 semaines de congé au mois d'août et je ne poste pas entre Noël et le Nouvel An. Ok. Donc là, oui, je break, hein, parce que à un moment, j'ai besoin de breaker. Il y a la discipline, il y a l'engagement. Qu'est-ce que quand j'entends par engagement ? Ça veut dire vraiment l'engagement sur mes posts. Je réponds à tous mes commentaires dans l'heure. Et je réponds à tous mes commentaires ensuite. Il n'y a quasiment pas un commentaire où je ne réponds pas. Et ensuite, il y a un phénomène de réciprocité qui est super important sur LinkedIn. Les créateurs de contenu, c'est 1% de la communauté, donc on se soutient mutuellement. Il y a des créateurs de contenu que je suis. Et voilà, je like et je commente leurs posts parce que j'aime bien ce qu'ils font. Et donc, du coup, il y a des accords de réciprocité tacites. C'est super important. C'est comme ça qu'on arrive à construire. Et le dernier élément, bien évidemment, c'est l'authenticité. Mais quand je dirais authenticité, il y a aussi un phénomène de vulnérabilité. Moi, je trouve que la vulnérabilité est une force. J'ai aussi communiqué sur le sujet. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. Et à ce moment-là, moi, ça renforce encore mon ADN. Bien évidemment, la prise en charge et l'acceptation des émotions. Ça, c'est le schéma, quoi. Le temps que je passe par semaine, 20% de mon temps. C'est une... Non, mais genre, 20% de ton temps, est-ce que tu peux me le quantifier en heures ? Parce que ton temps, je sais pas, tu vois, en fait, il y a des gens qui travaillent très peu. Je passe minimum 10 heures par semaine. 10 heures par semaine ? Oui. Alors, tenir, c'est très difficile. J'ai la chance d'avoir une vie de couple avec quelqu'un de très compréhensif à la maison, étant entendu qu'il y a de nombreux week-ends. Le samedi, je bosse 2 heures sur LinkedIn et le dimanche, je bosse 2 heures sur LinkedIn parce que sinon, j'arrive pas à terminer mes préparations de LinkedIn. Parce que du coup, pendant ces 2 heures, tu fais quoi ? C'est quoi ce que tu fais ? Alors, au niveau du processus de création, j'ai un incubateur d'idées qui est un auto-WhatsApp. Je m'envoie les messages au fil du temps. Pas mal. Donc voilà, avec les idées. Une fois que l'idée est prête, le point de départ, c'est de trouver ton template. Tu prends un modèle de poste qui fonctionne et tu repars d'un template. Et après, une fois que tu as ton template, tu commences à rédiger.
C'est quoi ton template ? Mais il y a des templates types en fonction des types de communication que tu fais. Si tu prends mes posts et que tu regardes comment mes posts sont construits au niveau de ce qui intéresse le plus les publics, les histoires affreuses entre associés qui se séparent. J'adore ça. Donc là, il y a vraiment un système de template qui est chaque fois mis au départ, avec une accroche forte, bien évidemment, et puis la situation de départ, la fausse solution, le climax, et puis conclusion, morale de l'histoire. D'accord. Tu as un schéma qui revient à chaque fois dans les posts. Ok. Et au niveau de la construction de la post, c'est vraiment comme je compare ça à une peinture. Tu fais pas ça en un jet. Tu fais un premier jet, tu rédiges, tu as ta première toile, tu laisses reposer, tu recorriges. Et pour arriver à la fin, donc là, j'ai 2 personnes qui me challengent sur mon contenu, pour vulgariser, pour simplifier et pour rendre ça bien évidemment LinkedIn friendly. Ouais. Parce qu'on vit dans les tours d'ivoire avec notre casquette d'expert. Ouais, bien sûr. Et le but, c'est d'avoir un discours vulgarisé. J'ai encore rencontré quelqu'un qui me suit depuis 2-3 ans la semaine passée, qui me dit voilà, moi j'aime bien te lire parce que ton contenu n'est pas technico-juridique. Et tu ne vends pas tes services, tu racontes des histoires, ou tu partages l'expérience. Hein. Je suis d'accord. Toute la dialectique qu'on connaît sur le sujet. Ça, pour moi, c'est le cœur. Et alors, la dernière étape, quand ton post est prêt, on arrive à l'étape clé. Moi, je trouve des trucs qui marchent très bien. C'est le vocaliser. Donc, le répéter à tout haut pour voir si c'est fluide. Ouais. Et tu coupes 30% de ce qui reste. mais c'est déprimant, ton histoire. 30% de ce qui reste. Ouais. Tu coupes jusqu'à 30% de ce qui reste pour avoir quelque chose de plus simple possible. Et le dernier point, qui est bien évidemment le point de départ au niveau de l'incubateur à idées, moi, quelqu'un qui suis bouillonnant d'idées au départ, le plus dur, c'est par poste, une seule idée. Ouais. Donc tu dois c'est hyper dur. Donc tu dois avoir ta promesse au début sur le type de poste sur lequel tu pars. Si tu pars sur un mot fou, sur un tofu, sur un bofu, tu prends une seule idée et ensuite tu prends ton template. Mais quand tu prends ton idée de départ, t'as le message que tu veux délivrer à ton audience, quand tu arrives à la fin de ton poste, tu dois revalider que tu as bien tenu ta promesse à chaque fois, quoi. Donc j'ai une checklist pour être certain d'être dans les clous. Excuse-moi, c'est quoi un mofu, un bofu, un tofu ? Donc, alors, ça vient des États-Unis et les accompagnateurs spécialisés de LinkedIn fonctionnent systématiquement par ces 3 types de communication différentes. Donc, le tofu, c'est pas la bouffe. Hein, c'est ça. C'est le top au funnel. Hein. Donc, ce sont les sujets les plus larges possibles. Hein. Okay. Où je parle de mes origines, où je parle de mon lifestyle, où je parle du fait que j'ai été licencié. Donc ça intéresse vraiment tout le monde. Ouais. Donc l'idée, le tofu, c'est que tu te balades dans la rue et en fonction du sujet que tu abordes, tu te dis sur 100 personnes, il y a 90 personnes que ça va intéresser. Okay. Ça, c'est le tofu. Okay. Le mofu, ce sont des posts débats où tu prends vraiment une position stricte en disant on n'est pas avocat d'affaires si on ne facture pas au bonus sur résultat. Okay. Ça, c'est un post débat. Mais déjà, ça ne va plus intéresser 100 personnes dans la rue. Donc là, on est certainement déjà en max 50 personnes sur 100. Et puis, on va prendre vraiment le poste d'expertise, si on doit parler des justes motifs pour déterminer comment construire un dossier de séparation entre associés. Là, on est entre le 5 et 10%. Okay. Le tofu, 90% de la population va être intéressée de l'audience. Le mofu entre 40 et 50 et le tofu entre 5 et 10%. Et le bofu entre 5 et 10%. Raison pour laquelle les postes d'expertise, pour une ligne éditoriale et pour fidéliser ton audience, tu ne peux pas te permettre d'en faire plus de 2 sur 10. Et raison pour laquelle j'ai mis longtemps... Le dernier. Oui, raison pour laquelle j'ai mis longtemps à percer, vu que moi, avant d'avoir un retour sur investissement en fonction de ce qu'on a construit sur LinkedIn, ça a mis quasiment 12 mois. Vu que dès le départ, j'ai décidé de poster une seule fois par semaine. Ouais, à contre-courant de plein de gens qui te disent qu'il faut absolument... bien sûr, alors, je suis admiratif et de nouveau, c'est pas une posture d'expert que j'ai, c'est vraiment une posture d'humilité et de partage. Moi, je peux pas le faire. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. J'ai décidé d'appliquer ma méthode, étant entendu que le plus important, c'est d'arriver à tenir. Moi, je connais des gens qui ont fait des cartons, qui sont passés de 10 000 abonnés à 24 000 abonnés. Ils ont fait 2 posts en 3 ans, on n'entend plus parler d'eux. Moi, je suis passé comme la tortue qui fait son marathon, de 6 000 abonnés à maintenant quasiment 26 000. Je poste toutes les semaines. Et il n'y a pas matière à poster tous les jours pour devenir top of mind. Moi, je crois surtout qu'il y a matière à poster de façon régulière, à tenir le game. Parce que si on poste tous les jours sur 90 jours, super, ça fait 3 mois. Mais moi, 90 jours, c'est 90 semaines. Ouais, bien sûr. Ouais. Je suis quasiment à 2 ans. Ouais, et en postant une fois par semaine, tu restes aussi bien dans la tête des gens sur 2 ans que sur quelqu'un qui est 3 ans. Et c'est ce que je voulais éviter absolument, c'était la technique du soufflet.
Le soufflet, il est bien beau, il chauffe dans le four, tu ouvres le four et le truc retombe. Le truc retombe directement, quoi. Putain, je voulais te poser une question, j'ai oublié. Ok. Ça va revenir. Non, oui, ça va revenir. Ça va revenir. Attends, ça va revenir, mais tu mets... Ah oui. Tu mets des photos de toi. Oui. Genre, c'est pour ça que j'ai dit le beau gosse de LinkedIn. Oui, tu vois ? Tu mets des photos de toi. De toi vraiment, enfin je veux dire de toi beau quoi, enfin après c'est pas un jugement de valeur, mais ce que je veux dire c'est tu joues sur ça, c'est-à-dire ça c'est important. Pourquoi c'est important ? Alors ça fait partie de l'impact qu'on veut avoir sur les gens qu'on souhaite toucher au niveau de la cible. Utiliser des photos, chez nous rien n'est laissé au hasard, donc ça veut dire que les photos, on a une photographe professionnelle qui nous accompagne. Oui, bah j'imaginais bien que c'était pas toi avec ton iPhone, dis donc. On est bien d'accord. Il y a une photographe professionnelle, il y a un setup, il y a le choix des lieux, il y a le type d'image qu'on poste. Oui, il y a une vraie réflexion de fond pour savoir comment ça se passe. Et moi, je pense que véhiculer tant les photos ou les carousels, tout ce qu'on veut, ça permet aux gens d'également ancrer non seulement le contenu, mais de s'identifier à la personne. C'est marrant parce que tu parlais là à l'instant des carousels. Les carousels, en fait, tu les utilises pas. C'est-à-dire des trucs pour... alors peut-être, j'ai pas regardé tous tes posts, mais j'ai rarement vu des posts dans lesquels tu utilisais... tu vulgarisais de l'information juridique sur des carousels comme c'est fait dans... chez beaucoup de gens, quoi. Carousel, sur les 155 posts, je crois que je vais en faire une dizaine. C'est pour te dire, c'est pas énorme. On l'utilise de façon ponctuelle. Ok. Parce que t'aimes pas trop. Alors, le carousel, déjà, c'est très chronophage. Oui, ça c'est sûr. Construire un bon carrousel, c'est important. Ensuite, l'idée, c'est quand même de garder une touche émotionnelle et de rattacher ça à une histoire d'un cas vécu. Donc, ça prend aussi du temps. Et après, il y a le formatage à faire sur Canva qui prend un certain temps. Donc, faire un carrousel, ça prend beaucoup plus de temps. Après, en même temps, ça fait partie des 20% absolument fondamentaux qui permettent de démontrer l'expertise de la personne que tu suis. Oui. Ok. D'accord. Bah dis donc, non mais c'est riche. Attends, tu sais que, enfin, vous voyez pas vous voyez pas la vidéo et encore moins à l'audio. C'est que Franck est venu avec sa compagne qui m'a dit c'est incroyable Audrey, tu ne te laisses pas happer par par tes invités qui te racontent plein de choses et du coup tu restes bien dans ton cadre. Donc effectivement là du coup tu m'as mis la mauvaise. Vraiment j'ai été complètement happée. En tous les cas, je te remercie parce que c'est hyper riche. On va passer... Donc, combien de temps ? Attends, tu es accompagné, c'est ça ? Oui. Tu es accompagné pour la communication. Et le travail que fait cette personne pour toi, ce coach, ça t'a débloqué quoi ? Pourquoi est-ce que parce que tu avais déjà... C'est ça qui t'a fait passer dans une autre dimension de contenu ou... Alors, tout à fait. Comment ça marchait ? La première chose qui est importante à bien expliquer aux auditeurs, aux auditrices, ce n'est pas du ghostwriting. C'est moi qui moule le maillot. Hein. Oui, bien sûr. Ça, c'est sûr. Donc, c'est moi qui moule le maillot. C'est mon contenu avec mes idées. Maintenant, la valeur ajoutée de la personne qui nous accompagne, elle est substantielle. Pourquoi ? Parce qu'elle me challenge sur la ligne éditoriale. Elle me challenge sur les idées. Elle me challenge sur la façon de les rédiger. Et surtout, c'est son expertise. Elle les rend LinkedIn friendly. C'est ça. Ok. Et attends, et du coup, tu utilises l'intelligence artificielle ? Tu disais, je mouille le maillot. Alors, le maillot, c'est moi qui rédige tous les posts. L'intelligence artificielle, ça représente même entre 5 et 10% de ce que je fais. Non, mais ça m'intéresse de savoir comment est-ce que tu l'utilises. C'est-à-dire... Alors, si je prends un post, quand un post est rédigé, je vais le mettre dans la moulinette et sur base de mon prompt, je demande s'il peut me proposer éventuellement une conclusion différente ou un début de post différent. Ouais. Mais ça se limite vraiment à ça. Oui, non, mais tout le contenu est rédigé par moi-même. Alors, il y en a qui... Ça challenge aussi un peu dans l'inspiration. Tout à fait. Alors, moi, je trouve que l'intelligence artificielle, elle est très intéressante. Ou au début d'une réflexion, on pose une question ouverte. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Pour vraiment échanger comme s'il était avec son pote ou sa pote au café en train de prendre un verre. Ou on le fait à la fin en disant, voilà ce que j'ai, maintenant... Est-ce que tu peux me proposer mieux ou différent ? 2 ou 3 conclusions différentes ou 2 ou 3 accroches différentes. En fonction. Des accroches, c'est vrai que ça c'est important. Alors, ce que l'intelligence artificielle fournit en termes d'accroches, ça reste en dessous
très clairement en dessous c'est toujours un peu pâle, non? C'est toujours un peu fade. En dessous de ce que l'être humain peut faire, étant entendu que pour moi, un spécialiste ou une spécialiste LinkedIn, des gens que je suis sur LinkedIn, les meilleurs ont des punchlines des dingues pour leur accroche. C'est qui les meilleurs? Tu peux nous les, tu peux les citer? Il y en a plein sur LinkedIn qu'on suit, toi et moi, qui sont très bons par rapport à ça et qui ont d'ailleurs des très fortes communautés. Mais on les reconnaît de par leur authenticité de leur plume et de par la qualité dont ils arrivent directement à prendre le lecteur et la lectrice par la main sur 2 lignes en disant « Ah, j'ai lu ça, là je veux appuyer sur voir plus pour voir ce qui se passe derrière. » Ouais. Après, il y a un phénomène de fidélité qui apparaît, étant entendu qu'au fil du temps, on suit la personne pour qui elle est avant de la suivre pour son contenu. Après. Oui, mais je pense au début, ça prend un certain temps. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement peut-être comment est-ce que tu as géré ton... Est-ce que je parlais de ton site internet, tu vois? Tu t'es jamais dit... La question que je voulais te poser, c'est tu t'es jamais dit que c'était un problème de ne faire qu'une seule spécialité ou tu continues à en faire d'autres? C'est-à-dire tu fais d'autres choses que le conflit entre associés ou tu fais plus que ça? Alors, on a refait le site, là, on est passé du .be au .com ici depuis le mois de février. Pour répondre à la question en termes de spécialité, maintenant on fait 2 choses du bureau. On fait des conflits entre actionnaires ou des packs d'actionnaires. Ok. Donc, ça, c'est vraiment oui, c'est ça. Et donc, du coup, l'expertise du bureau. C'est-à-dire que tu as aligné ta communication sur les 2 niches. Sur les 2 sujets. Sur les deux sujets, sachant que la niche et la relation entre associés, je ne fais plus que ça. Après, il m'a peur de... c'est pas... Alors moi, je pense que, comme on dit en anglais, niche is rich. À partir du moment où on a une niche, on a une spécialité. Et de toute façon, oui, au début, c'est évident qu'il y a des phénomènes de peur présents. Et chaque fois que je poste sur LinkedIn, j'ai la trouille de savoir comment ça va réagir, alors que j'ai déjà fait 155 posts et que ça fait déjà 3 ans que j'y suis. Et surtout quand je fais un post personnel en disant qu'est-ce que je vais encore balancer. Mais voilà, bon, ça c'est un chemin de vie, c'est une volonté. Mais oui, de toute façon, la peur, choisir, se renoncer, et on ne peut pas tout faire. À un moment donné, de toute façon, à l'heure actuelle, ça, moi j'avais déjà senti le marché il y a début des années 2010. Si on veut réinventer le game, la spécialisation et la niche, c'est indispensable. Les avocats qui font de tout, ça ne fonctionnera pas, ça ne fonctionne déjà plus. C'est pas possible d'être avocat généraliste à l'heure actuelle. Les gens, ils viennent chercher une expertise et ils viennent chercher quelqu'un qui a vraiment une expérience sur une niche. Moi, je vois de plus en plus également. Demain, on est malade. On ne va pas aller... si on a un problème au bras ou au genou, il nous faut le spécialiste du genou. Si on a un problème au cerveau, il nous faut le spécialiste du cerveau. Et je trouve que c'est la même chose en comparatif pour le métier d'avocat. Je comprends. Moi, le truc, parfois, c'est que avoir toujours la même catégorie de gens tu vois, parfois me submerge. Tu vois? Je suis submergée parfois. J'ai l'impression de voir... Parce que de dire que les histoires sont différentes, c'est vrai, mais c'est toujours un peu les mêmes ressorts, tu vois. Et parfois, je suis un peu fatiguée de cette mécanique où on s'entend pas bien, on se déchire, on s'abîme, alors qu'il y aurait une autre voie possible. Et je suis parfois un peu, c'est peut-être un peu trop personnel, mais tu vois, je suis parfois un peu abîmée en tant que personne de voir que les gens n'arrivent pas à s'extraire de cette nasse dans laquelle ils se sont par ailleurs mis tout seuls. Oui, on est bien d'accord. Oui, mais c'est lié à la complexité de l'être humain. De toute façon, on sait très bien que les gens qui s'entendent bien et qui restent ensemble sur le long terme, que ce soit à titre privé ou à titre professionnel, font partie de la minorité. Donc il y a tous les autres qui ont sur un chemin de vie. Moi, je trouve que, à titre personnel, quand on parle de séparation, ce qui m'a le plus transcendé pour devenir un bon avocat d'affaires, j'ai déjà communiqué là-dessus sur LinkedIn également, c'est mon divorce personnel que j'ai vécu au début des années 2010. Ouais. Okay. Parce que là, j'étais de l'autre côté de la barrière. Oui, bien sûr. J'ai vu tout ce que je voulais pas, ou tout ce que je voulais en termes d'accompagnement, en termes de soutien de mon avocate. J'ai eu 2 avocates. La première, c'était une catastrophe. La deuxième a été super. Et on a aussi eu un accord amiable assez rapidement. Et donc, quand tu dis ça, je comprends à la fois ton interpellation et ta tristesse. Mais l'idée, c'est d'arriver à aider les gens, justement, dans leur chemin de vie, pour qu'il n'y ait plus ce phénomène de répétition. Ouais. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce qu'en fait,
quand tu parles du même ressort, donc c'est pour ça que je veux rebondir sur l'histoire de répétition. La répétition, c'est peut-être un niveau métaphysique pour les jeunes auditeurs qui ont entre 20 et 30 ans parce qu'ils ont moins de recul. Moi, j'approche des 50 ans et je vois bien que la vie, c'est une répétition de même événement, qu'on vit différemment ou pas, pour autant qu'on voit les signes. À un moment donné, d'ailleurs, je dépose ça pour les jeunes qui démarrent leur carrière. Moi, le truc le plus important pour moi, c'est quand j'ai fait 3 fois la même erreur dans le cadre de mon métier, ou que j'ai 3 fois le même schéma, arriver à identifier le schéma, c'est le plus difficile. Là, j'appuie sur le bouton pause en disant « Ok, là maintenant, je dois comprendre ce qui s'est passé ». Et les gens ne prennent pas le temps de comprendre ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on accompagne. On a des gens qui s'associent mal, qu'on aide à séparer. Et à un moment donné, il y a un facteur chance et un alignement des planètes. J'ai fait un post là-dessus il y a 3 semaines. Et de par leur expérience de vie, 12 à 24 mois plus tard, ils arrivent à se repiéger à nouveau avec quelqu'un d'autre. Ah, bien sûr. Non, mais ça, c'est... Ouais, c'est ça, ou l'histoire de ta copine qui prend toujours la même... C'est-à-dire, il a les cheveux différents, mais c'est toujours vraiment le même mec. Et tu as envie de lui dire, mais tu ne l'as pas... Je ne comprends pas, tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas vu. Ça veut dire qu'elle n'a pas réussi à avoir ce recul sur elle-même qui est très difficile, ou à écouter les autres, de se dire, bon, maintenant, là, je suis tout le temps dans le même schéma, donc ça ne fonctionne pas. Ouais, donc pourquoi je retombe tout le temps sur la même personne et pourquoi j'attire à moi cette personne? Ouais, c'est clair. J'ai une dernière question sur ton activité. Après, on passera aux questions qui fâchent. Tu vois, ta communication, ce que tu fais est très très incarné. Tu vois, c'est très incarné. Et du coup, est-ce que tu t'es posé la question de comment tu pourrais avoir un collaborateur qui fait la même chose que toi, tu vois? Comment tu pourrais faire... En fait, ça ne peut être que toi. C'est que tu as fait un choix où tu misais sur toi. Tout à fait. Alors là, ça revient en fonction de mon parcours en tant qu'avocat, de faire le tri entre ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Bon, on connaît tous le cursus honorum classique. Je commence collaborateur, puis je deviens senior dans la boîte, et puis jusqu'au moment où j'ai le droit à la part du gâteau et je deviens equity partner. Ouais. J'ai eu plusieurs appels de pied pour être equity partner dans certaines sociétés d'avocats. J'ai refusé. Le truc c'est pas fait pour tout un tas de raisons, mais une des raisons principales, moi me retrouver avec un billing de 200 heures par mois en réunion d'equity partner en fin de mois et discuter pour savoir ce qui se passe. J'ai des potes qui sont managing partners de boîtes entre 70 et 150 avocats. Donc t'as pas envie de leur vie, quoi. J'ai pas envie de leur vie. Je suis admiratif de leur faculté à gérer, parce que j'ai des retours par rapport à ça, gérer les attentes, on va le formuler de façon positive, on peut le formuler de façon plus en disant les jalousies, en disant il a ça de plus que moi, machin bazar. Voilà, c'était pas mon truc. Première chose. Deuxième chose, je voulais une agilité sur le business. En 2017, on a fait une rénovation complète de notre baraque, et là, on était en période de cash burn, ou cash flow négatif. Il y a des périodes comme ça dans la vie où il y a plus de l'argent qui est investi que de l'argent qui rentre sur le compte en banque. On est parti en vacances une semaine en Grèce. J'ai emmené comme bouquin La semaine de 4 heures de Timothy Ferris, qui m'a transformé. C'est un bouquin assez classique. Je suis revenu de là, j'ai fait du cost-killing. Donc, tous les frais, tous les trucs qui n'étaient pas indispensables pour le boulot, j'ai supprimé. Je suis passé d'un bureau où j'avais un bail commercial 369 à un système de coworking où j'ai un pass 24/24. Je m'organise avec des super salles de réunion. J'ai changé le business model complètement parce que je suis aux antipodes de l'avocat qui doit travailler 24/24. Je travaille beaucoup, je suis un passionné, c'est une vocation. Oui, non, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est un autre sujet. Mais tu travailles à ton rythme comme toi tu veux. Je travaille à mon rythme et j'ai besoin d'avoir mon propre lifestyle. J'ai eu des problèmes de santé à 46 ans, il y a 3 ans. On a investi dans notre maison à Faro, à 15 km des plages, où on va tous les 2-3 mois. J'ai besoin de ça pour avoir un sas de décompression, pour gérer mon stress différemment et pour pouvoir tenir. Parce que des gens qui rentrent dans la cinquantaine, il y en a qui sont plus là. C'est un métier qui bouffe. C'est clair. Il y en a qui sont plus là. Il y en a qui sont là et qui sont dans une prison dorée. Ils font quoi de leur journée? Ils se lèvent le matin, ils doivent gérer les collaborateurs, les collaboratrices, les flux de mails, la facturation, le volet commercial. Et ils font peut-être encore 10% de technique pour vérifier le travail qui est fait par le collaborateur. C'est pas ce que je voulais comme vie. Et c'est assumé. J'adore. On va terminer par les questions qui fâchent, si tu veux bien, qui ne sont pas vraiment des questions qui fâchent, mais enfin, pourquoi pas. La question politique, mais je ne sais pas si ça marche chez vous. Si tu devais supprimer une règle du code de déontologie, ce serait laquelle? Alors, j'ai longuement réfléchi, donc on ne va pas aborder des thématiques classiques qu'on connaît. Donc moi, je vais te dire, la règle que je voudrais supprimer, il y a une règle que je voudrais supprimer, une règle que je voudrais imposer. La règle que je voudrais supprimer, c'est le courrier officiel qui, pour moi, ne sert à rien. Ah oui?
Donc, dis donc, alors franchement, il n'y a personne qui m'a sorti ça. Le courrier officiel, l'idée, d'accord. C'est peut-être challenger sur le sujet. Ouais. Moi, je trouve que le cœur du métier d'avocat, si on a des contacts entre avocats, c'est pour ce qu'on appelle la conciliation, la négociation, donc c'est le volet confidentiel. Ouais, bien sûr. Concernant le volet officiel, ce sont pour moi les écrits entre parties, les pièces de procédure. Oui, c'était merde, tu veux dire. Étant entendu que ces histoires de contestation interminables et abominables devant le bâtonnier pour savoir si le courrier est officiel ou confidentiel, ça n'apporte strictement rien au client, si ce n'est une perte de temps, une perte d'argent, il comprend rien et il se demande ce qui se passe. Oui, c'est très juste. Donc, je suis arrivé à un stade maintenant au cas par cas. Ça m'arrive encore de sortir du cadre, mais quand je suis bien raisonné, raisonnable, qui est le cas dans 86% des cas, je ne conteste plus un courrier officiel. Si un courrier officiel est contesté de ma part, je fais une communication de partie. Enfin, je propose à mon client de l'inspirer pour qu'il fasse une communication de partie à partie. Ouais. Donc maintenant, des courriers officiels que je reçois moi d'un avocat de partie adverse, je propose à mon client de répondre directement à la partie adverse et on a une pièce de procédure. Terminé. Ok, d'accord, très bien. Et celle que tu voulais imposer et ça évite une perte de temps. Alors celle que je veux imposer, moi c'est très clair. J'ai plus de 20 ans de bouteille, donc en tant qu'avocat d'affaires, vous jaugez un entrepreneur, la qualité d'un entrepreneur au nombre de ses cicatrices. Moi, je peux vous dire que j'ai déjà eu pas mal d'incidents déontologiques dans mes dossiers, étant entendu que quand on ne trouve pas la faille dans le dossier, on porte plainte contre l'avocat pour essayer de faire mousser la température. Comme ça, on se retrouve avec une convocation charmante chez le bâtonnier qu'on est toujours ravi de rencontrer, étant entendu que j'ai 20 ans de carrière, donc j'ai quand même déjà rencontré une dizaine de bâtonniers, vu qu'en Belgique, on change de bâtonnier tous les 2 ans. Toujours un plaisir de rencontrer son bâtonnier ou sa bâtonnière au cas par cas pour avoir un échange. Maintenant, moi, je constate que 20 ans plus tard, toutes les plaintes qui ont été déposées contre moi ont été déclarées sans objet et n'ont fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire de la part de l'avocat qui portait plainte à titre gratuit. Et ça, je trouve ça quand même surprenant parce qu'on est quand même porteur du message en fonction de métier d'incarner la délicatesse, la probité et tout le reste. Et donc, par rapport à ça, il y a quand même un système de 2 poids, 2 mesures. Une des dernières fois où j'étais chez mon bâtonnier et que j'ai expliqué que la plainte était non fondée, il me dit oui, c'est comme ça dans 80% des cas, et dans 20% des cas, c'est fondé. Oui, je comprends. Vous avez raison de faire le travail. Il y a une déontologie qui est à respecter et il y a une discipline qui doit être là au niveau des sanctions disciplinaires qui doivent être prises quand quelqu'un sort du cadre. Mais en entendant, je constate que si des plaintes non fondées sont déposées, elles doivent être instruites. Donc, ça vous prend du temps. Or, moi, en tant qu'avocat, je suis ravi de faire partie d'une corporation et je suis ravi de financer les cotisations du système à bon escient pour faire avancer la profession dans le bon sens et pour que les règles du jeu soient respectées. Mais si quelqu'un porte plainte et donc là, c'est vis-à-vis de l'avocat, vous pouvez voir ça dans les dossiers. Moi, j'ai rencontré quelqu'un dans une histoire de droit de la famille, un papa qui a perdu tout lien avec sa fille parce que l'avocat qui représentait les intérêts de sa femme a porté plainte, il était avocat le monsieur, en tant que papa, a porté plainte contre lui en disant qu'il avait une attitude innommable vis-à-vis de ses enfants. Donc le dossier a été instrumentalisé sous prétexte de déontologie. Alors c'est pas fondé, mais ça reste quand même des attaques personnelles. On sait bien que sur base des accords Toltec, ils ne font pas en faire une affaire personnelle, mais c'est chaud au niveau personnel. À partir du moment où il y a une plainte chez un bâtonnier, on touche à son identité. Ouais, c'est sûr. C'est une attaque personnelle. Et on se doit de rester neutre. Donc, d'ailleurs, je vais donner ça comme conseil pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent le jour où ils ont une plainte chez leur bâtonnier et qu'il y a quelqu'un qui fait monter la sauce et qui envoie un courrier de 20 pages chez le bâtonnier avec des plaintes. La meilleure chose à faire, c'est de répondre tout de suite à son bâtonnier en fonction de sa convocation pour aller au jour et à l'heure souhaitée. Vous dégagez votre agenda, vous y allez, vous ne faites pas la fine bouche, vous êtes convoqué, il y a un devoir d'obéissance, vous allez chez votre bâtonnier, vous expliquez. Et si l'autre a fait monter la sauce pour rien, votre bâtonnier, le chef de cabinet dans le cadre de l'entretien que vous aurez, il comprendra dans quelle pièce vous jouez et il en tirera les conclusions. Oui, c'est sûr. Mais cette non-sanction, je trouve ça assez loufoque. Bah écoute, c'est une première dans le podcast en tous les cas. C'est pas mal. Question Gad Elmaleh. Alors, sur qui t'as copié ? C'est qui t'a inspiré quoi ? Alors, je dirais, comme je disais, en 2020, là, avec le Covid, je me suis beaucoup inspiré des Américains, à qui j'ai copié. J'ai créé mon propre modèle parce que, en fonction de mon identité, je n'ai jamais réussi à rentrer dans les clous. Façon de parler, vu qu'en tant que francophone, j'ai fait une partie de mes études en néerlandais. Je suis membre du barreau néerlandophone de Bruxelles. Ça met d'ailleurs une distance déontologique par aux confrères francophones quand ils sont bien inspirés. Donc, on est dans 2 ordres distincts. À Bruxelles, il y a un ordre francophone, un néerlandophone, qui permet d'apporter une neutralité. Et moi aussi, j'ai vécu au niveau de mon parcours de vie ce genre de choses. Mais donc,
Je me suis inspiré surtout de mes échecs. Mes échecs sont ma plus grande force. J'ai beaucoup bourlingué, j'ai eu un divorce qui n'a pas été piqué des vers. Je me suis pris 2 licenciements quand j'étais salarié, ça remonte à plus de 10-15 ans, qui m'ont fait prendre des poteaux et qui m'ont fait beaucoup réfléchir. Et surtout, ma plus grande force, ça a été d'arriver à accepter la situation, d'appuyer sur le bouton pause pour comprendre ce qui se passait et pour m'améliorer. Et je pense que le truc le plus important, ça revient chaque fois au point de départ, Notice et Automne, le fameux frontispice de Delphes, apprendre à te connaître toi-même. Le dernier truc qui m'a vraiment fait kiffer, j'ai fait une formation sur l'énéagramme en début d'année. Sur le quoi ? L'énéagramme, les fameux 9 types de personnalités qui rédigent le monde. Donc on a le disque, là, les 4 couleurs très classiques. Ouais. Puis c'est un truc un peu plus poussé avec les 9 couleurs, les 9 types. Et donc savoir dans quel est ton camp de base et quel est ton type, apprendre à mieux se connaître, c'est apprendre à mieux réagir quand on reçoit un message de l'autre. Et savoir mieux communiquer et être plus efficace et plus performant. Donc je pense que la personne qui peut le mieux vous inspirer, c'est la personne qu'on est soi-même devant le miroir. Mais il faut accepter de se mettre devant le miroir. C'est difficile comme exercice. Oui, ça c'est difficile. Et la question Steve Jobs, si tu devais donner 3 conseils à un avocat entrepreneur qui a envie de se lancer, ce serait lequel ? Donc ça, j'ai bien réfléchi avant de venir. Je vais te répondre par 3 maximes. 3 maximes ? Oui, 3 maximes. Dis donc, tu m'auras étonné pendant tout l'entretien, Franck. No emotion, no business. Ouais. S'il n'y a pas de déclic émotionnel, il n'y a pas de client de confiance, il n'y a pas de vente. Or, le but quand même, c'est de vendre nos services en tant qu'avocat, sinon on ne fait pas de business. Ça, pour moi, c'est le point de départ. Le deuxième, tu l'as bien intégré, mieux que moi, parce que toi, tu es au stade du podcast. Moi, je suis encore locataire de mon audience sur LinkedIn. No media, no future. Tu n'as pas de médias, tu n'as pas de futur. Tu n'es pas visible, ça ne fonctionne pas. C'est fini. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Et le dernier, un peu plus léger, mais tout aussi important en termes de lifestyle, no sun, no fun. Oh putain, ouais, c'est clair. Tu peux pas savoir. Nous, on a eu, pendant cet hiver, on a eu 4 mois de pluie tous les jours et tout. Et je me suis dit, mais putain, mais je vais me barrer en fait. Et là, je refais beau à Paris et je me rends compte à quel point ça change dans ma vie. Et toi, tu vas tous les 3 mois ? Tous les 2 à 3 mois, on est au Portugal, oui. Ah, c'est toi qui as raison. Ça nous fait une belle fin. Merci beaucoup, Franck, pour ce partage. C'était vraiment très chouette. Voilà, mais merci pour l'invitation, André. Et je terminerai en disant, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, le truc le plus important, si vous voulez rentrer dans le moule, vous finirez par ressembler à une tarte. Oh ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. À bientôt. Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous. Alors si vous avez envie d'oser, contactez-nous, nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Charlotte Hugon, fondatrice de Votre Bien Dévoué, et Audrey Chemouli, fondatrice de Chemouli, profession libérale. À très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat Entrepreneur.